nous poursuivons avec Richard de Sèze. Bonjour Richard. Bonjour Liselotte et bonjour à tous les auditeurs. Et nous recevons Gérald Olivier, qui est ancien rédacteur en chef de Spectacle du Monde, éditorialiste à Atlantico et à Causeur. Bonjour et merci d'être avec nous, Gérald Olivier. Bonjour à vous, merci de votre invitation. Alors, l'idée est de parler des États-Unis, puisque entre la police anti-immigration, les midterms qui arrivent, l'insatisfaction grandissante ou pas des Américains vis-à-vis de Donald Trump, le Venezuela et l'Iran, voilà, l'Amérique est partout. Évidemment, on n'a pas parlé du Groenland, mais ce serait étonnant que le mot ne soit pas prononcé. À votre avis, est-ce que Trump, avec cet activisme diplomatique et ses fronts intérieurs, est en train de détruire ce qu'il a commencé à construire avec sa campagne et avec son élection? Très bonne question. En tous les cas, on est en train de l'aider à le détruire. On va laisser la politique étrangère quelques instants et revenir sur les incidents qu'on a vus se répéter à Minneapolis notamment, avec ces affrontements entre différents manifestants et la police de l'immigration, le fameux service ICE, pour Immigration and Customs Enforcement en anglais. Donc, ce qui est en train de se passer, il faut bien le comprendre parce que c'est très très mal raconté habituellement dans les médias. Vous avez aux États-Unis une police fédérale qui est en charge de la frontière. Et comme chacun sait, Donald Trump a fait une de ses priorités de fermer la frontière et de stopper totalement l'immigration clandestine. Et il a par ailleurs fait, en lien à cette priorité, le fait de rapatrier, d'expulser un certain nombre de clandestins, le complément de cette politique. Il se trouve que ces clandestins, cette police est chargée d'aller les arrêter, surtout s'ils ont un fichier, un casier judiciaire aux États-Unis, et de les reconduire à la frontière. Or, on observe dans certains États des manifestations qui sont supposées être spontanées, mais qui en fait sont totalement organisées, et qui cherchent à empêcher le travail de ces agents, par toutes les manières que ce soit, en mettant des véhicules qui bloquent la circulation ou en harcelant un certain nombre de ces gens. Vous avez énormément d'informations qui circulent sur les réseaux sociaux et qui menacent les différents agents de ICE. Et ce qui se passe ici, si vous voulez, c'est que cette police, vous n'avez pas le droit de vous opposer à ces activités. Elle représente la loi. Et aux États-Unis, la loi fédérale en matière d'immigration prend le pas sur la loi des États. D'accord. Et puis par ailleurs, vous avez, comment dirais-je, de la part de quelques manifestations, la volonté d'empêcher le président Trump de mettre en place la politique pour laquelle il a été élu. Parce que cette politique anti-immigratoire, elle était connue, elle était proposée, elle était revendiquée, et il a été élu pour ça. Donc, par contre, évidemment, dans les médias, quand on apprend que des agents fédéraux ont tiré sur des citoyens américains, bah, ça passe très mal. Donc, il y a une forme de provocation qui veut nous amener au chaos. Vous avez des gens qui voudraient voir se répéter en 2026 les émeutes pour George Floyd de 2020, pour justifier à nouveau une défaite électorale des républicains. Et malheureusement, c'est assez déplorable à voir. Et en même temps, c'est extrêmement préoccupant, parce que c'est vrai que les États-Unis sont très divisés et que là, les divisions sont en train, dans un certain nombre de situations, de sombrer dans la violence. Alors, il est peut-être temps de rappeler un bilan, en tout cas de rappeler le bilan que Damien Rieu tirait de l'action de cette police anti-immigration, enfin de contrôle des frontières. 352 000 arrestations, 319 000 expulsions, 211 000 criminels arrêtés et 1,9 million de départs volontaires. Donc voilà, ce sont des chiffres impressionnants et à mettre évidemment en regard de deux morts qu'on ne peut que déplorer, surtout avec la manière dont ces morts ont été justifiées, mais voilà, il y a malgré tout une efficacité de cette police anti-immigration qui ne se contente pas en fait de tirer sur les citoyens américains, qui véritablement effectuent le travail pour lequel elle a été inventée. Je crois c'était juste après le 11 septembre Oui, 2001. Voilà. absolument. Comment dirais-je, c'est une administration qui dépend de la sécurité intérieure, le fameux DHS, le Department of Homeland Security. Les chiffres que vous rappelez sont très importants. Et parmi eux, celui que je souligne, c'est les 1,9 million aujourd'hui de départs volontaires.
Donc il y a, si vous voulez, aux États-Unis, de la part d'un certain nombre de gens encore sains d'esprit, la réalisation que ce n'est pas le bon moment pour être un clandestin aux États-Unis, d'autant que le gouvernement vous incite à partir. Lorsque vous décidez de quitter le territoire vous-même, si vous êtes clandestin, bah vous avez un petit chèque, c'est 1000 ou 1500 ou 2000 $, selon le nombre de personnes dans votre famille qui partent, et vous avez le droit de revenir par les canaux légaux par la suite. Donc, il y a un certain nombre de gens qui ont pris cette option. Et puis, ceux qui ne l'ont pas pris et ceux qui ont un casier judiciaire, eux, sont poursuivis. Mais je voudrais rappeler, concernant les 2 morts que vous évoquiez, en tous les cas, au moins en ce qui concerne Madame Good, parce que ça a été clairement, je dirais, démontré, l'agent qui a tiré l'a fait en état de légitime défense. Elle était au volant de son véhicule, il lui a demandé de sortir, elle ne l'a pas fait, mais au contraire, elle a mis son véhicule en marche avant et elle l'a heurté. Donc elle a utilisé sa voiture comme une voiture bélier et lui, il a tiré pour se défendre. Et je pense que s'il y a enquête et s'il y a jugement, les faits seront clairement établis. Pour la personne qui a été tuée ce week-end, c'est un petit peu moins clair quelles sont les circonstances précises, mais ce qui est acquis, c'est qu'il y avait eu provocation de la part de ce personnage. Et la volonté, si vous voulez, ici, et j'insiste bien là-dessus, les manifestants jouent les médias. Ils jouent la bavure, ils font de la provocation, ils mettent leurs propres manifestants en danger délibérément pour provoquer ce genre d'incident, ce genre de tragédie, parce qu'ils espèrent que ça suffira pour que le gouvernement change de politique. Et malheureusement, Donald Trump, pour l'instant, et c'est pas du tout le genre du personnage, ne va pas se laisser influencer par ce genre de choses. Effectivement, ce ne sont pas 2 morts qui vont l'arrêter. Indépendamment de la manière dont ces morts se sont passées et indépendamment donc de ces heurts, et les Américains sont-ils convaincus de la pertinence de la politique de Donald Trump ou au contraire commencent-ils à éprouver un certain désenchantement? Quand on lit la presse américaine, par exemple, une partie des électeurs républicains disent avant, il y avait bien sûr Make America Great Again et America First, rendre l'Amérique plus grande et l'Amérique d'abord. Et l'activisme diplomatique international leur fait penser que America First a disparu et que Donald Trump oublie le front intérieur où l'inflation ne diminue pas dans les proportions attendues, où les soins de santé paraissent devoir augmenter si l'Obamacare continue à être démantelé. Donc il y a une fragilité en fait sur le front intérieur, et une fois plus uniquement en vue des élections de mi-mandat. Non, vous avez raison. Vous avez raison. Alors, sur la question migratoire, ils sont toujours parfaitement d'accord avec l'objectif. Ils n'aiment pas la manière. Parce que personne ne veut voir des Américains tués, personne ne veut voir le chaos dans les rues. Donc sur cette question-là, en effet, les républicains et Donald Trump sont en train de perdre la bataille médiatique. Concernant la politique étrangère, les Américains, et notamment le mouvement MAGA, n'est pas opposé à des actions ponctuelles, comme celles qui ont détruit les sites nucléaires iraniens au mois de juin 2025, ou comme la capture de Maduro. Par contre, passer énormément de temps à débattre autour du Groenland, même s'il est important, les Américains comprennent qu'il n'est pas essentiel et qu'on n'est pas à un jour près. Continuer à s'investir en Ukraine, continuer à s'investir à Gaza, monter un conseil de la paix qui devient une sorte de shadow cabinet de l'ONU, ou une ONU de substitution dirigée par Donald Trump, ça ne les satisfait pas forcément parce qu'en effet, ce n'est pas pourquoi ils ont voté pour Donald Trump. Ils ont voté pour Donald Trump pour une relance de l'économie américaine, pour Make America Great Again, comme ils disent en anglais. Et cette relance, même si elle a été préparée, et pendant toute l'année 2025, Donald Trump s'est appliqué sur le plan économique à mettre en place tous les éléments qui permettront une relance justement de l'économie et de la croissance, avec les baisses d'impôts, avec une volonté de réindustrialisation, avec certains tarifs douaniers dans des secteurs stratégiques, avec la relance du marché de l'énergie, avec tout un tas de décisions pour déréglementer et faciliter les initiatives entrepreneuriales. Malheureusement, cette politique, pour l'instant, elle n'a pas encore donné des résultats aussi saisissants que ceux qu'on attend. Il se pourrait que 2026 soit une année formidable pour l'économie américaine. Vous avez des gens qui vous annoncent 5% de croissance,
Donc, si cela se matérialise, et ça commencera à le faire à partir du printemps, peut-être que les choses évolueront. Mais dans l'état actuel, c'est vrai que vis-à-vis des midterms, le président Trump et les républicains ne vont pas vers une victoire. Ce sera très difficile. Alors, ils ne vont pas vers une victoire et c'est un souci puisque pour l'instant, le président avait réussi à obtenir la majorité partout. Il avait la majorité dans les deux chambres, il avait une majorité de gouverneurs. Autrement dit, Trump avait plus d'États en sa faveur que contre lui. Il avait un Sénat national en sa faveur plutôt que contre lui, une Chambre des représentants, etc. Et là, avec les midterms, au contraire, voilà, il y a des États gagnés par les républicains qui risquent de rebasculer dans l'escarcelle des démocrates. Il y a des sénateurs démocrates qui risquent d'être élus à la place des sénateurs républicains. Donc, ça va considérablement limiter son pouvoir. Oui, alors cela dit, comme tout le monde l'a remarqué, Donald Trump gouverne, je dirais, sans le Congrès. Il a un Congrès avec une majorité républicaine, vous l'avez souligné, très étroite à la Chambre. Hein. À la Chambre des représentants, les républicains ont quatre sièges d'avance, ce qui est pratiquement rien, mais ça suffit lorsqu'ils restent groupés. Au Sénat, sur 100 sénateurs, il y a 53 républicains, donc c'est un petit peu plus facile, mais vous avez 2 sénateurs qui systématiquement font un petit peu marche à côté des autres, donc c'est pas aussi simple que ça. Mais comme vous l'avez remarqué, Donald Trump gouverne par décret, parce que c'est beaucoup plus rapide. Et puis, si le décret est invalidé par un juge, eh bien, on l'adapte pour qu'il soit accepté. Et au besoin, on fait suivre le Congrès, comme ça a été le cas avec la fameuse One Big Beautiful Bill, cette grande loi économique votée l'été dernier. Donc, si Donald Trump perd le Congrès en novembre prochain, il restera dans la même situation, mais à ceci près que, en cas de difficulté, ben, il n'aura pas de majorité derrière lui. Mais je pense qu'il continuera à gouverner par décret. Par contre, les démocrates seront beaucoup plus puissants parce que ce sont eux qui contrôleront toutes les commissions du Congrès et vous verrez à nouveau recommencer tout le cirque autour d'une destitution de Donald Trump. Je rappelle que lors de son premier mandat, il a été poursuivi 2 fois pour destitution, hein, le fameux impeachment. Dans les 2 cas, ça n'a pas abouti. La Chambre a voté, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait un procès derrière qui condamne le président, et dans les 2 cas, le président a été acquitté à l'occasion du procès. Mais ces 2 procédures d'impeachment sont très longues. Elles affaiblissent le président, elles détournent l'attention sur sa politique, et les démocrates, bien entendu, remettront tout cela en place. Donc ce sera beaucoup plus difficile pour lui si les républicains ne parviennent pas à remporter ces élections. Et Donald Trump en a parfaitement conscience, parce que dès cette semaine, il a commencé à parcourir le pays et il va le faire tout au long du printemps. Le programme, c'est une ville par semaine, un discours économique dans le heartland, hein, dans l'Amérique profonde, pour aller défendre son programme et essayer, malgré tout, de parvenir à préserver cette courte majorité en novembre prochain. Alors, c'est vrai, on est en train de s'exciter sur novembre alors qu'on est en janvier, donc voilà, on sent aussi cette espèce de pression médiatique française, internationale et américaine où, comme d'habitude, on préfère prédire la chute, même si la chute est souvent, effectivement, enfin, les midterms ont souvent été l'occasion pour le pouvoir en place de se prendre une volée, qu'il s'agisse de démocrates ou de républicains. Donc, il s'agit en plus de Donald Trump. Donc, chacun espère effectivement que l'idole va chanceler. On a beaucoup parlé de l'intérieur. Il y a encore d'autres sujets. On y reviendra. Voilà, la santé et d'autres choses. À l'extérieur, Donald Trump poursuit 2 mouvements. Par exemple, il se retire de l'OMS. Ça y est, c'est effectif. Ou plutôt, l'OMS doit encore prendre position officiellement pour dire si elle accepte ou pas le retrait. Mais enfin, le retrait a l'air d'être tout à fait effectif du côté des États-Unis. Et est-ce qu'on va véritablement vers ce grand retrait des États-Unis de toutes les instances internationales, puisqu'il y en a une 60aine. On a l'impression que l'OTAN reste encore sur la liste, mais il n'est même pas certain que Donald Trump va continuer à véritablement utiliser l'OTAN. Alors, je mettrai l'OTAN à part, parce que c'est une organisation de défense et la sécurité est un sujet majeur pour Donald Trump. Par contre, toutes les agences, notamment les agences onusiennes, qui sont des à côté de ce que fait l'ONU, les États-Unis en sont déjà sortis.
sont en train d'en sortir, vont en sortir. Les États-Unis de Donald Trump, c'est plus du tout comment dirais-je, une nation qui va financer des bureaucrates qui vont ensuite mettre en place des politiques à l'encontre de son intérêt. Et la plupart de ces agences ne travaillent pas, je dirais, en faveur des États-Unis, mais en faveur du Sud ou d'un autre monde ou de la Chine ou de tout ce que vous voudrez. Donc l'OMS, c'est un cas, il y en a plus d'une soixantaine derrière, et comme vous le savez, Donald Trump s'est également retiré du fameux accord de Paris. Ce qu'il avait déjà fait la première fois, Biden avait remis les États-Unis dedans, il a ressorti les États-Unis de cela, et on a vu, si on a suivi son discours à Davos, ce qu'il pense du réchauffement climatique et des politiques énergie alternatives. C'est pas tellement sa tasse de thé. Donald Trump est beaucoup plus intéressé par des accords bilatéraux. Et je pense que le grand changement est là. Et pour en revenir à l'OTAN, qui est quand même peut-être l'organisation la plus importante, surtout d'un point de vue européen, parce que malgré tout, les États-Unis à eux tout seuls, c'est 50% de l'OTAN, et un petit peu plus même en financement. Une sortie des États-Unis de l'OTAN n'est pas quelque chose je dirais, à éliminer de notre point de vue dans les années à venir. Je ne pense pas que ce sera Trump qui le fera. Il ne veut pas être pour l'histoire celui qui aura tué l'OTAN, mais si vous avez après lui quelqu'un comme J.D. Vance, il y aura beaucoup plus de possibilités à ce que les États-Unis étudient, je dirais, une évolution de leur rapport sécuritaire avec des pays comme l'Europe. Si par contre c'est un Marco Rubio qui l'emporte ou un démocrate, ce sera, je dirais, une bouée de sauvetage pour l'OTAN, parce que tous les deux sont beaucoup plus favorables à ce type d'organisation. Donc, ce qu'on a vu à Davos et ce qu'on observe à travers la politique américaine, c'est en effet une réorientation des priorités. Donald Trump voudrait ne pas avoir à s'occuper de la paix dans le monde, mais c'est le monde qui ne veut pas lui fiche la paix. On a constamment besoin des États-Unis, on va constamment les chercher. Regardez ce qui est en train de se passer en Iran, avec ces manifestations qui se poursuivent, avec cette répression extrêmement violente qui se déroule, et partout, tout le monde appelle les États-Unis à intervenir. Et c'est le type de situation que Donald Trump, je dirais, est pris au piège américain. S'il intervient, on va l'attaquer en disant que c'est un impérialiste. S'il n'intervient pas, on va l'attaquer en disant qu'il n'a pas le courage de ses idées et qu'il, comment dirais-je, il ne vient pas au secours de gens qui appellent à lui, il est traître, il est lâche, il est tout ce qu'on voudra. Quoi qu'il fasse, il sera critiqué dans les médias. Le problème des États-Unis, c'est que cela reste aujourd'hui le premier gendarme du monde. C'est le gendarme essentiel, c'est celui vers qui tout le monde se tourne lorsqu'il y a une difficulté. Et même en tant que président américain, si vous dites « je vais m'occuper du sort des Américains d'abord », vous avez du mal à ne faire que vous occuper du sort des Américains parce qu'on est en permanence à aller vous chercher parce qu'on a besoin de vous. Alors, je ne sais pas si on a systématiquement besoin de Donald Trump ou des États-Unis, mais il est vrai que certains pays ont décidé qu'ils avaient besoin de lui. On le voit avec le projet de Trump pour Gaza. Il nous avait parlé de Riviera il y a un an. Visiblement, il y croit encore. Et donc, il vient de publier une nouvelle fois son plan sur la Riviera à la place de Gaza. Mais je voudrais, avant qu'on ne parle de Palestine, revenir un tout petit peu sur l'Iran. Donald Trump a expliqué lui-même aux manifestants iraniens qu'il les encourageait, qu'il fallait qu'ils se bougent, que l'Amérique serait derrière eux. D'ailleurs, on se rappelle les déclarations des États-Unis par rapport aux pays européens qui essayaient de secouer le joug communiste, où là aussi l'Amérique disait « allez-y les gars ». Bon, l'Amérique est restée un peu chez elle. Et là, sur l'Iran, maintenant que Donald Trump a expliqué que... bien sûr, il fallait que les manifestants se battent pour leur liberté. Il a ensuite expliqué qu'il allait envoyer une flotte. Donc, malgré tout, on sent qu'il est lui-même très promoteur de l'idée d'une intervention en Iran. Mais jusqu'où ira-t-il ? Toute la question, si vous voulez, c'est celle de l'objectif, du résultat et des conséquences. Si vous regardez l'opération américaine Midnight Hammer, le marteau de minuit, les frappes sur les 3 sites nucléaires iraniens en juin. C'était une mission ponctuelle qui, d'ailleurs, au passage, est partie des États-Unis. Tous les bombardiers B2 qui
qui ont bombardé l'Iran en juin. Ils ont décollé du Missouri. Ils ont été ravitaillés plusieurs fois en vol. Ils ont bombardé et ils sont repartis dans l'autre sens et ils sont rentrés chez eux. Ça a pris 35 heures. Et cela a mis fin à 12 jours de conflit entre Israël et l'Iran, avec une fin de conflit qui s'est soldée par une défaite de l'Iran. Donald Trump avait toujours dit que si les Iraniens ne respectaient pas leurs engagements dans le contexte, je dirais, de leur programme militaire nucléaire, ce à quoi ils ne sont pas autorisés, d'accord, il frapperait. Donc là, il a été dans sa logique parfaite. Et il y avait un objectif qui était de sanctionner les Iraniens qui avaient eux-mêmes violé leurs engagements dans le cadre de ce programme-là. Ce qui se passe aujourd'hui, si vous voulez, est beaucoup plus complexe parce qu'en effet, on a une contre-révolution, on a des manifestants qui cherchent à se débarrasser du régime, qui ont face à eux des autorités qui ne s'arrêtent devant aucune violence, chacun estime qu'on est plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers déjà, et Donald Trump, si vous voulez, Alors, on a quelques difficultés techniques dans la liaison. souhaiterait un changement de régime en Iran de ne pas le faire, et il considère que les présidents, les présidents Ouais, Gérald Olivier, pardonnez-moi, je vous interromps parce aller que vers des échecs. L'Irak et l'Afghanistan ont été deux échecs monstrueux. ouais, Gérald Olivier, pardonnez-moi de vous interrompre. En fait, on a quelques difficultés avec cette liaison par Zoom et donc je pense qu'on va poursuivre l'entretien par téléphone une fois que la liaison sera rétablie. Voilà, on est en train d'établir la liaison par téléphone. Voilà, donc j'avais le plaisir de recevoir, et je continue à avoir le plaisir de recevoir Gérald Olivier, qui a été rédacteur en chef du Spectacle du Monde et qui maintenant a été éditorialiste à Atlantico et à Causeur, pour parler des États-Unis. Alors attendez, vous m'entendez? Je vous entends très bien, merci beaucoup. Ok, désolé, je ne sais pas à quel moment ça a coupé précédemment. Non, on était en train de parler de l'Iran, mais voilà, enfin, ce n'est pas qu'on ait fait le tour de la question, mais on verra bien où ça ira. Les États-Unis, donc pour le moment, apparaissent comme une puissance changeante. On le savait effectivement depuis le premier mandat de Trump. Son second mandat l'a confirmé. Il vient d'expliquer que le soutien militaire aux alliés allait diminuer. Il vient d'expliquer que le Venezuela serait dirigé par les États-Unis. On sent, pour revenir un peu au début de la conversation, que America First ne signifie pas que l'Amérique se retire du monde, mais au contraire que l'Amérique veut affirmer partout où elle est puissante, partout où elle a des intérêts à défendre, que c'est effectivement l'Amérique en tant que nation et pas l'Amérique en tant que terre de la liberté universelle qui doit être défendue. Et on voit bien que ce que Trump met en avant à chaque fois, c'est le rapport coût-bénéfice pour les États-Unis. Dire si l'OTAN, entre guillemets, ne lui rapporte rien, ben, l'OTAN ne sert à rien. Si le Venezuela a envie d'être démocrate, il faut d'abord que les États-Unis en retirent une rente pétrolière assurée. Voilà, on a comment dire, une espèce de vision mercantile du monde. Même chose pour le Groenland. Si le Groenland est si nécessaire que ça aux États-Unis, c'est surtout parce que les États-Unis veulent garder la main sur des routes commerciales nouvelles. Oui, alors vous avez parfaitement raison. Le seul point avec lequel je ne serais pas tout à fait d'accord, c'est au début lorsque vous avez dit que America First, ça voulait dire une Amérique qui se retire du monde. Ça, je ne suis pas d'accord, ça n'a jamais été le cas. Moi, j'ai beaucoup écrit dès le premier mandat de Donald Trump pour dire Donald Trump n'est absolument pas un isolationniste. Et ça, c'est ce que les médias ont mis en avant pour essayer de peindre le personnage comme un timoré et comme l'Amérique voulant se retirer de ses fonctions, de ses responsabilités. Ça n'a jamais été le cas. America First, ça veut dire le président des États-Unis s'occupe de défendre les intérêts américains avant de défendre les intérêts du reste du monde. Et quant au reste du monde, chacun peut gérer ses affaires à sa manière. À savoir, en ce qui concerne le Venezuela, si vous avez à la tête du Venezuela un président qui a volé une, voire deux élections, qui pratique le trafic de drogue, qui est poursuivi par la justice américaine,
on pourra aller le chercher, le capturer et le faire passer devant ses juges. Ça, c'est une chose. Mais on ne s'occupera pas après de faire la révolution au Venezuela à la place des Vénézuéliens. C'est à eux de gérer leur situation comme ils ont envie de la gérer. Et à partir du moment où, sur la scène internationale, le Venezuela se comporte de manière acceptable, c'est-à-dire qu'il ne fréquente pas des États voyous, qu'il ne monte pas des camps d'entraînement pour le Hamas, comme ça a été le cas sous Maduro, qu'il ne trafique pas avec l'Iran pour contourner des sanctions sur le pétrole et alimenter la Chine. Si le Venezuela ne fait pas tout ça, nous laisserons le Venezuela tranquille. Et les États-Unis n'ont pas vocation à diriger le Venezuela. La situation actuelle est une situation transitoire jusqu'à ce que le Venezuela trouve sa propre route. Donc la vision du monde de Donald Trump, si vous voulez, c'est en effet une vision mercantile, commerciale. Les États-Unis sont une nation qui échange énormément de biens, qui importe beaucoup, qui est capable d'exporter, qui défend malgré tout certaines valeurs, une certaine liberté individuelle, des valeurs qu'à une époque on osait appeler occidentales et issues d'une civilisation judéo-chrétienne qui s'est développée en Europe jusqu'à la découverte du continent américain et qui ensuite s'est exportée là-bas. Donc ce n'est plus l'idée d'imposer la manifeste destinée, comme disent les Américains. Donald Trump n'a pas vocation à faire que partout dans le monde, il crée des mini-Amériques et que tout le monde soit à l'image des États-Unis, pas du tout. Il va respecter une diversité, il va respecter ce qu'on appelait à une époque des sphères d'influence. Et comme chacun sait, sur le continent américain, les États-Unis estiment avoir, par leur taille et par leur puissance, je dirais, droit à certaines sphères d'influence. C'est la fameuse doctrine Monroe, qui remonte au début du 19e siècle. Et il respectera les sphères d'influence d'autres pays à partir du moment où tout le monde se comporte, je dirais, en bon voisin. Il n'y a pas de raison que les États-Unis aillent chercher maille à partir avec vous. Ce ne sera pas du tout le cas. Donc l'idée, c'est une politique qui renforce la sécurité et la prospérité des États-Unis, et presque, je dirais, non pas à tout prix, mais au mépris des intérêts de certains alliés ou de certains voisins. Voilà, alors le mépris de certains alliés, c'est par exemple le mépris de l'Union européenne. Ursula von der Leyen avait signé un accord aberrant en expliquant que les États-Unis pourraient importer gratuitement, mais qu'en revanche, l'Europe serait taxée à 15%. C'est un accord qui est remis en cause. Et est-ce que Trump pousse à la remise en cause de son accord avec cette histoire de Groenland? À votre avis, comment est-ce que l'Union européenne va s'en sortir? Il nous reste juste une minute pour répondre. Alors, il y a un vrai contentieux entre les États-Unis et l'Europe. Je pense que ça n'a échappé à personne. Le contentieux venait au départ de l'OTAN. Les États-Unis, Donald Trump estime que les États-Unis se sont fait rouler à travers l'OTAN parce que c'est eux qui l'ont financé pendant des décennies, alors que les Européens, eux, profitaient du parapluie américain pour avoir une politique sociale très, très généreuse. Politique sociale qu'ils ont ensuite érigée en modèle en disant aux Américains, regardez, vous avez des problèmes de santé, ça coûte une fortune de soigner chez vous, alors que nous, Européens, nous avons une protection qui est beaucoup plus généreuse. C'est facile d'avoir une protection généreuse quand on ne paie pas pour sa propre sécurité. Donc là, Donald Trump, il en veut beaucoup aux Européens pour tout ce qui s'est passé avant. Et il en veut aujourd'hui également aux Européens pour ce qu'ils sont en train de devenir. Je parlais il y a quelques instants de civilisation occidentale, de cette civilisation judéo-chrétienne qui a fait la grandeur de l'Europe. Donald Trump et un certain nombre d'autres intellectuels et politiciens aux États-Unis sont en train de considérer que les Européens ont abandonné cette culture-là. Ils sont en train de se laisser envahir par la globalisation, ils sont en train de tomber sous la vassalisation par la Chine, qu'ils n'ont plus de frontières, ils n'ont plus de liberté et ils ne respectent plus les valeurs qui ont fait la grandeur de l'Europe. Et de ce point de vue-là, les Américains ne sont pas du tout décidés à aller payer pour la protection et la sécurité d'un continent dont les gens ne partagent plus leur vision. C'est là le vrai fond du contentieux. Après, tel tarif sur tel produit, je dirais que c'est de la politique de détail. Mais sur le fond, les Américains estiment que l'Europe, comme ils l'ont écrit de manière très claire, est menacée d'effacement civilisationnel, que l'Europe de demain n'aura plus rien à voir et n'a déjà dans certains endroits, Londres, Paris et d'autres, plus rien à voir avec ce qu'elle a été. Et à partir de là, ils n'ont pas vocation
à défendre des gens qui ne partagent plus leurs idéaux. Merci beaucoup Gérald Olivier et j'espère à bientôt sur Radio Courtoisie pour continuer à commenter cette actualité américaine. Et tout de suite, nous recevons Sophie Mageron.